Donc le but de ce petit débat, c'est d'éprouver un peu le format transdisciplinaire, de poser des questions auxquelles auront des réponses différentes chacun de nos speakers. Et donc pour la première question, ensuite vous n'hésitez pas, on va poser une ou deux questions et puis après on pourra prendre une ou deux questions dans la salle. Donc pour poser la première question, c'est une question très compliquée auquel il n'existe aucune réponse, donc on va voir celle que nos speakers auront à nous donner. En quelques mots, chacun votre tour. Pour vous, comment on définit l'intelligence? Alors on va peut-être commencer par les fondamentaux. Gérard Chazal. Question un peu compliquée, hein. Moi, je crois que la définition qui me conviendrait le mieux, parmi toutes celles qu'on peut trouver dans le corpus, c'est celle de, effectivement, notre capacité à nous adapter à un environnement changeant. Bon, moi, je vais laisser les meilleures réponses aux éminents spécialistes. Moi, je dirais juste une capacité à réagir. Effectivement, je rejoins un peu ce que tu as dit. C'est une bonne question. Souvent, on nous demande comment on définit l'intelligence artificielle, mais effectivement, l'intelligence tout court, c'est mieux. Moi, je considère qu'il y en a plein, y compris des usurpateurs. Par exemple, on parle d'intelligence économique ou d'intelligence militaire. C'est bien la preuve que ce mot est très connoté. Et moi, quand je l'explique, c'est autonomie, adaptation. Je ne sais pas si c'est un test pour savoir si je vais redonner la définition que j'ai essayé de donner tout à l'heure. De mémoire, j'avais dit, c'est adapter le monde à l'idée qu'on s'en fait. Ce qui va rejoindre l'autonomie, ce qui va rejoindre l'anticipation, ce qui va rejoindre cette capacité d'adaptation en permanence. Et je rajoute à faible coût, parce que je me souviens que des étudiants, ça avait été sidérant. Quand on leur parlait d'intelligence, c'était faut souffrir, faut vraiment souffrir. Et j'ai dû leur utiliser l'exemple, leur dire voilà, vous êtes en boîte, il y a la jeune fille de vos rêves qui est au comptoir, voilà. C'est vraiment le fantasme ultime pour vous. Vous avez quelqu'un qui y va et qui ça marche bien, ça fait de l'effet, et qui passe 6 heures à essayer de la convaincre et qui au bout de la 12e bouteille de champagne obtient à peine son numéro de téléphone, et un autre qui va vers elle, qui lui guise juste un mot et qui part avec elle, qui est le plus intelligent des deux. C'est celui qui justement, avec très peu d'action, arrive à adapter le monde à son intention, à ce qu'il a envie d'être. Et c'est vraiment à faible coût. Voilà. Bon, alors, en fait, je prendrais deux axes pour définir l'intelligence. Un, celui de la cybernétique de Norbert Wiener, c'est du traitement de l'information au plus haut niveau. C'est un des plus hauts niveaux de traitement de l'information d'un organisme. En l'occurrence, nous traitons de l'information à un très très haut niveau individuel et collectif, en tant qu'humanité. Et je reprendrai, j'avais interviewé Philippe Coiffet, je ne sais pas si vous connaissez Philippe Coiffet, qui était un des grands chercheurs en robotique français. Et Coiffet, à l'époque, m'avait dit, le problème qu'on a avec les robots, et il m'avait listé 3 trucs que j'ai trouvé d'une pertinence incroyable. Il m'a dit, le problème qu'on a, c'est la versatilité, la flexibilité, l'auto-adaptativité. Et moi, je rajouterais l'auto-reproduction. C'est-à-dire, moi, je dirais l'intelligence, c'est la capacité de versatilité, de flexibilité, d'auto-adaptivité et de reproduction. Tout organisme vivant, le plus crétin possible qu'il soit, est capable de faire ça, et nos machines en sont totalement incapables. Voilà. Je dirais que l'intelligence est composée des propriétés que vous avez citées, mais je dirais qu'elle est la fonction conçue par l'univers la plus élaborée et la plus performante pour dissiper de l'énergie. Voilà, c'est comme ça que je la définirais. Merci, j'espère que ça vous éclairera un peu. En tout cas, c'est bien, on voit qu'il y a une vraie diversité, une vraie complexité de la question auquel on a des réponses bien variées. Une question du coup par rapport un petit peu à l'actualité, vu que, alors on l'a évoqué, Elon Musk a annoncé qu'il allait lancer Neuralink, donc une boîte qui promet de connecter nos cerveaux à nos ordinateurs. Il prédit même que si l'homme ne s'hybride pas avec les machines, il se fera dépasser par celles-ci. Donc pour lui c'est une nécessité, il le fait presque avec un principe humaniste. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, alors on a eu déjà quelques éléments de réponse dans vos discours, c'est est-ce que vous pensez que ce type de discours est trop alarmiste? Est-ce qu'on doit vraiment se faire du souci maintenant? Et est-ce que vous pensez, si en effet il faut s'alarmer, que la réponse de Elon Musk soit la bonne?
Mais de toute façon, je ne sais pas s'il faut parler de ça au futur, parce que l'hybridation de l'homme et de la machine, ou de l'homme et de l'outil, elle existe déjà depuis fort longtemps. Hein. Je vais dire mes lunettes, c'est une façon c'est une forme d'hybridation. Les gens qui ont besoin d'un appareil pour entendre, c'est une forme d'hybridation, etc. On en a plein. Les pacemakers, enfin bon, je veux dire, on a toujours eu. Alors après, ma foi, il y a le problème de savoir quel usage on fait de ces formes d'hybridation. Il y a des formes qu'on peut souhaiter, d'autres qu'on peut effectivement ne pas souhaiter. Mais l'hybridation, elle existe de toute façon déjà. Alors, elle ne peut que s'amplifier comme tous les systèmes techniques. Hein. Ce sera une forme de mécanisme un peu plus complexe. Mais c'est pas immatériel, si vous voulez. Ce sera pas immatériel non plus. Vous aurez un casque sur la tête avec des capteurs, éventuellement des flux électriques qui se passent dans votre cerveau, enfin, etc. Mais ça reste bien une forme de mécanisme, si vous voulez, qui n'est pas celui du XVIIIe siècle ou de la machine à vapeur, mais qui est une forme de mécanisme en ce sens que, effectivement, on a des relations de cause à effet, on a des relations complexes, hein, de plus en plus complexes, c'est évident. Mais voilà, on est dans le prolongement. Hein. Alors après, l'inquiétude, c'est autre chose. Je veux dire, avec une voiture, vous pouvez aller passer un bon week-end dans la campagne. Vous pouvez aussi vous planter dans un arbre, hein, ou assassiner je ne sais combien de gens dans une rue, en fonçant dedans. Non, je trouve qu'il y a une certaine incohérence des fois dans certains discours, et notamment celui d'Elon Musk, par rapport à lancer des initiatives et des sociétés qui travaillent sur des sujets effectivement qui peuvent soulever de l'inquiétude et que de toute façon on ne pourra pas arrêter puisque c'est dans la nature de chercher, mais en parallèle il est le premier à tirer des alarmes, donc la cohérence de l'attitude, moi je la comprends pas trop. Je ne vais pas creuser non plus tous les sujets, mais je trouve qu'il y a des attitudes qui sont pas très cohérentes dans les démarches, et c'est plutôt moi la démarche et les personnes des fois qui m'inquiéteraient plus peut-être que le contenu de la recherche. C'est légitime de chercher, on ira toujours plus loin, on cherchera toujours plus loin, et le fait que de plus en plus de personnes aient accès à l'information de ce qui se passe, c'est peut-être là où il y a la garantie de dire c'est là où il y aura le contrôle. Le plus de personnes comprennent ce qui se passe, sont au courant, peuvent émettre des opinions, peuvent voter, peuvent faire un certain nombre de choses, c'est peut-être là où on aura une forme de suivi, de surveillance et d'usage effectivement qui seront les plus adaptés, peut-être. Merci. Je vais apporter mes éléments de réponse sur les deux aspects. Si on met de côté, donc sur l'aspect technique, si on met de côté tous les problèmes qui sont déjà des problèmes actuels avec notre téléphone portable, à savoir privacy, confidentialité, sécurité des données, équité d'accès à l'information, et j'en passe et des meilleurs. Ce que change le prototype proposé par Elon Musk, c'est la cadence d'accès à l'information. Parce qu'une interface BCI, une interface directe entre votre cerveau, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce qui s'est passé avec Neuralink, mais l'idée c'est de travailler sur le prochain device qui permettra de connecter votre cerveau à un ordinateur directement. La seule chose que ça fait actuellement, tel que c'est présenté, c'est changer la fréquence d'accès à l'information. Les vraies questions clés, elles sont pas abordées par sa proposition. Sur le côté alarmiste, c'est ambigu. Avoir un discours alarmiste, c'est la seule façon actuelle dans notre société pour faire bouger les choses sur la technologie. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent les discours alarmistes pour réveiller la population. En parallèle de ça, le problème, c'est de toute façon, sur toutes ces technologies, il faut qu'un débat sociétal ait lieu en permanence. Il faut que ça commence maintenant, ça aurait dû commencer depuis longtemps. Le problème du débat sociétal actuel, c'est que la majorité des gens dans la société, vous n'êtes pas concernés a priori puisque vous êtes là, mais pensez à vos grands-mères, à vos tantes, à vos oncles et à votre boulangère qui est probablement dans ce cas-là. Les gens ne sont pas informés sur les capacités et les non-capacités des technologies et ne sont donc pas aptes à participer au débat sociétal. Et nous,
les jeunes, les chercheurs, les gens qui travaillent dans les entreprises, les gens qui se posent la question, qui participent à ce genre de week-end. On a une véritable mission à éduquer la population par tous les moyens qui soient. Ça commence par aller faire des activités de médiation scientifique auprès des enfants jusqu'à s'assurer que les diffusions de nos résultats, de nos connaissances sont rendues le plus publiques possible pour que la société puisse évoluer dans le bon sens. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la fin, c'est quand même nous qui devons décider de ce qu'on fait des outils qu'on produit. Oui, d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Je pense que le premier truc, c'est arrêter d'avoir peur. Comme tu dis, c'est vrai que c'est un moyen marketing aujourd'hui sur les IA qui deviennent agressives alors que c'est le problème ou la solution était d'être agressif, sur les robots tueurs, sur tout ça. On est en train de projeter tous nos fantasmes qui sont finalement des fantasmes, je dirais, assez prétentieux, qui est celui de la place de l'humain. De se dire, non, nous on est bon. C'est-à-dire quand on voit que, par exemple, on va avoir peur que des IA sont agressives et quand on regarde le catalogue sur PS4, où on peut tuer à peu près 10 000 personnes par jour, où est l'agressivité? Elle est peut-être chez l'humain. Quand on voit qu'il y a un bot qui, on a dit, oh, il est devenu néo-nazi. Non, il a simplement appris dans un univers pathologique, et si on fait la même chose avec un enfant, ça va être la même chose. Donc déjà, arrêtons notre peur. Ce que j'ai essayé de présenter tout à l'heure, c'était de dire, gardons cette curiosité phénoménale pour l'univers, avançons, avec vigilance, avec sagesse. Je vais prendre quelques exemples. Des greffes comme ça, au-delà même des lunettes, ont déjà été faits dans l'histoire de vivant. Les mitochondries qu'on a dans nos cellules, c'était auparavant d'autres organismes qui étaient à l'extérieur et qui fournissaient de l'ATP, simplement de l'énergie pour la cellule. Bon, bah, la cellule a trouvé pratique d'agréger ce truc-là, c'est-à-dire que c'est intégrer le téléphone portable de l'époque dans la tête en disant bah, ça me fournit de l'énergie. Et c'est une fusion. J'ai pas présenté la slide, mais on peut faire la généalogie des téléphones ou des bicyclettes. Donc, ça a déjà été fait dans l'histoire du vivant. Ne croyons pas que l'homme est sur un piédestal, qu'il est le bio bien fait et que cette méchante interface va venir nous... Après... sur les échanges justement entre cerveaux, y a un ami que tu connais, je crois Guillaume Dumas aussi, qui a travaillé là-dessus et qui a montré que lors des interactions entre individus, les apprentissages intercerveaux sont les mêmes choses que les apprentissages intracérébraux. C'est-à-dire que quand on crée du lien avec quelqu'un, on co-apprend. Donc il n'y a pas besoin d'une interface neuronale déjà pour le faire. La technologie, elle est là. Le langage que j'utilise, c'est une technologie dans l'histoire du vivant. Donc là, greffer un truc électronique en plus, oui, pourquoi pas, mais n'ayons pas peur vis-à-vis de ça. Et puis, pourquoi faire? Si c'est pour commander l'extérieur, parce que c'est encore le sens de l'information, si c'est pour commander l'extérieur, c'est génial. Il y a des tétraplégiques aujourd'hui qui arrivent à se guider, à écrire, à communiquer, parce qu'on capte leur information cérébrale pour faire la commande. Dans l'autre sens, qui est prendre de l'information pour aller faire du hacking cérébral et modifier mon état neuronal, bon courage au premier qui appuie sur le bouton pour tester. Je pense que ça va être à minima, hein, parce que là on va faire des cyberdrogues et des trucs, ça va devenir rigolo. Hein. Voilà. Alors, moi, ce que ça m'évoque, la première chose d'abord, j'aime bien Elon Musk, mais il me fait beaucoup rire, il est très provocateur, etc. C'est un des penseurs du transhumanisme aussi, dès les origines, et il fait de la provo, là, c'est clair. Par contre, sur cette question-là, bien sûr que ça pose un problème, c'est ce que j'avais évoqué tout à l'heure, qui est la narcose narcissique, c'est-à-dire qu'un outil n'est jamais neutre. Hein, on a une espèce de formule que Marshall McLuhan dénonce lui-même, de croire que, on dit souvent, c'est une formule morale, les machines ne sont pas méchantes ou mauvaises en soi, c'est ce que nous en faisons qui est mauvais en soi. En fait, c'est faux. C'est faux, c'est-à-dire que l'utilisation d'une machine nous transforme et transforme notre relation aux autres. Et donc, ce sont des amplificateurs. Donc, l'exemple le plus flagrant que je reprends à chaque fois, c'est l'automobile. Mais prenons un pistolet. Prenez un enfant, hein, et vous lui mettez un vrai pistolet dans la main. Vous pouvez être certain que la connerie à pas faire, il va la faire. Et ça arrive tous les jours dans le monde. Parce que la puissance d'amplification prend le dessus. C'est-à-dire, à partir du moment où vous utilisez un outil qui vous amplifie, vous allez être submergé. Alors, l'automobile, qu'est-ce qu'elle amplifie? L'automobile amplifie les tropismes de prédation, de chasse et d'attaque. Vous courez plus vite. Quand est-ce que l'humain court? Il court quand il chasse, il attaque. Donc le jeune conducteur, il est sur l'autoroute à 130 km/h, on lui fait une queue de poisson, il va voir blanc, et il va commencer à rentrer en compétition au risque de sa peau et de tout le monde, sur l'autoroute, avec le mec qu'il a dépassé en général. Enfin, c'est autobiographique, hein, ce que je raconte, évidemment. Je l'ai expérimenté.
Donc pourquoi? Parce que l'outil a amplifié des tropismes que nous avons en nous. Et toutes ces machines, toutes ces choses que nous développons sont des mèmes très 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 anciens qui viennent de l'aube de l'humanité et que nous formalisons. Et donc derrière l'interface neurale directe, où vous êtes connecté directement aux machines, vous avez un fantasme démiurgique très ancien. C'est-à-dire je pense et je change le monde. On retrouve Prométhée, on retrouve comment il s'appelle, Platon avec Matrix, hein. Je contrôle le code qu'il y a derrière le réel. J'ai le contrôle de l'ordinateur et grâce à cet ordinateur, ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure, je vais contrôler une domesticité, une cyberdomesticité, c'est-à-dire je vais pouvoir m'amplifier, m'étendre. Et donc là, ça va partir en live, c'est évident. C'est évident que ça va partir en live. C'est-à-dire que vous filez ça à des humains qui vont pouvoir contrôler, mais pas seulement leurs drones, ils vont pouvoir contrôler n'importe quel gadget que les hackers et les makers vont fabriquer qui crache des flammes et qui roule avec des chenilles dans la ville, et puis ça va partir et ça va être des grandes bagarres. Donc il va falloir réguler tout ça, comme on régule la circulation automobile, comme on l'a toujours régulé avec nos outils. Par contre, ça va être le pied intégral. Donc moi, j'adore. Voilà. Oui, moi j'ai pas, je vais pas donner mon avis trop précis sur Elon Musk sur les projets. Par contre, une vigilance à avoir par rapport à cette amplification justement que tu évoques, c'est, je rappellerai l'effet de la Reine Rouge. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui est cet effet de biologie qui montre que les espèces coévoluent et ont tendance à se complexifier, mais sans gain dans leur capacité de reproduction, juste parce que leur prédateur s'est complexifié de son côté et que du coup il faut apprendre à courir plus vite pour fuir. Et de la même façon, le prédateur lui-même, si sa proie commence à courir plus vite, il faut qu'il court plus vite. Donc cet effet d'amplification que tu évoques n'est pas nouveau du tout dans l'évolution. C'est ce que vous dites tous les deux d'ailleurs. Il n'y a rien de nouveau finalement dans le développement des technologies. En revanche, il y a un risque dont on a parlé tout à l'heure, que tu as évoqué en introduction, c'est le risque écologique, c'est-à-dire que cette accélération, elle mène aussi à une forme de risque d'auto-intoxication par la complexité et d'accélération de la consommation d'énergie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc oui, Elon Musk, ce que propose Elon Musk, ce dont on parle ce soir, ça va arriver, je n'ai aucun doute là-dessus. Il faut prendre en considération deux choses, que ça va nous exposer à des risques nouveaux, plus grands, et plus complexe à traiter. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on a dit tout à l'heure, on parle d'homme augmenté, on parle de lien entre l'homme et la technologie. Il faut se rappeler que ça ne sera qu'une portion congrue de l'humanité qui bénéficiera de ces technologies. Une autre portion, certainement majoritaire, en verra d'autres effets. Voilà. Je peux réagir Je réagis. Alors, c'est un point sur lequel on n'est pas entièrement d'accord, Vincent et moi, sur ce problème qui est le fait que ça risque d'être réservé à une portion congrue de l'humanité. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt de l'avis de Kurzweil, et on va prendre le téléphone portable. Le danger écologique que nous avons, ce n'est pas que ça soit réservé à une portion congrue de l'humanité. Justement, l'automobile, à l'époque, on était réservé qu'à l'aristocratie ou à la grande bourgeoisie, il n'y avait pas de problème. C'est que si ces technologies, on va tous y avoir accès. D'ailleurs, pour qu'elles se développent, il faut que l'ensemble de l'humanité y contribue. Et c'est à partir du moment où nous tous, nous avons une bagnole, nous avons des voitures, qu'on provoque une catastrophe écologique à l'échelle planétaire. Alors oui, on va... c'est vrai. Alors décalons dans le temps. Ne séparons pas l'humanité entre ceux qui en bénéficient maintenant et ceux qui n'en bénéficient pas dans l'instant. Disons que les bénéfices d'aujourd'hui risquent d'être des désagréments pour les futurs humains. Voilà. Merci à tous. Bien sûr. Mon dentiste me disait toujours en brandissant la roulette, la peur n'écarte pas le danger. Merci Gérard. Est-ce qu'il y a une question dans la salle par rapport à ce qui vient d'être dit ou par rapport à une des interventions précédentes? Oui. Bonne chance. Qui veut commencer? Le gros problème, c'est que si on s'entend sur la définition de la singularité, c'est que la singularité, c'est un point infini, c'est 1 sur x en 0. C'est-à-dire que, et là, la singularité, c'est peut-être pas le réexpliquer à tout le monde, vous êtes déjà bien compétent là-dedans, mais c'est une accélération des technologies qui fait que ça devient infini.
Et là, j'aurais pas de réponse, puisque avant la singularité, on n'a aucune idée de ce que ça va être, parce que on n'a pas vécu cette accélération-là. On peut regarder les singularités d'avant, parce qu'il y en a eu des singularités d'avant. On a l'impression qu'on existe de tout temps. Mais comme tu disais, on a des atomes qui ont 4 milliards d'années, mais en termes de structure, on n'avait pas la même gueule il y a 4 milliards d'années tous les deux. Hein, voilà, c'était tout à fait. Et voilà, et donc il y en a eu des singularités pour passer de cette vague d'atomes à peine constitués à les êtres à peu près mieux constitués que vous avez face à vous. Donc c'est passer des atomes aux molécules, des molécules aux cellules, des cellules aux organismes multicellulaires, etc., etc. Et à chaque fois, ça a été quelque part une singularité, parce que singularité, ça signifie aussi qu'il n'y a pas de point de retour. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas transformer l'univers. Alors peut-être que l'homme aura ce talent-là en une mer d'atomes et on recommence un Big Bang. Et peut-être que voilà. Mais tout ça pour dire que on n'a aucune idée de ce que ça va être. Il y a des lois un peu plus élevées qui disent qu'on va vers une complexification croissante. On peut rejoindre théorie de Teilhard de Chardin sur le point oméga, c'est-à-dire que en gros les niveaux de conscience s'emboîtent les uns dans les autres. Donc peut-être qu'on aura un plus grand accès à la sensation du réel, les uns tissés avec les autres. Je ne sais pas. C'est une hypothèse, et là on frôle la science-fiction. Et c'est bien la science-fiction pour explorer le futur, justement. J'ai un avis très personnel sur la singularité, qui est un avis d'auteur et d'artiste, et aussi qui rejoint tous les mythes. La singularité est la continuité d'un mythe. Du même mythe, des mêmes mythes qui se propagent. Et c'est certainement aussi, comme les robots, une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire nous sommes en train de bosser comme des oufs pour faire avenir un espèce d'avènement. Alors il a eu plein de noms, il a eu plein de formes durant notre histoire. Et là, on vient d'inventer la singularité technologique. Au niveau réaliste, pour l'instant, les intelligents, elle est basée sur il y a plusieurs trucs qui fonctionnent bien, mais il y a quand même un endroit où c'est le bordel, c'est la notion d'IA forte. C'est-à-dire que pour que la singularité puisse exister, il faudrait qu'on ait des IA fortes. Alors pour l'instant, concrètement, les spécialistes, je pense, ne me démentiront pas, la notion d'IA forte existe dans la science-fiction, elle existe dans la littérature, dans notre imaginaire, mais très très concrètement, je reprends ce que tu as dit en conclusion que j'ai adoré, les machines, elles sont connes, mais graves. C'est pas dans 20 ans qu'elles vont être un peu moins connes. Donc je suis un peu sceptique, quoi, voilà. Mais j'aimerais bien. Alors en tant qu'auteur de science-fiction, par contre, c'est une source d'inspiration extraordinaire, parce que ça vient raccorder dans nos subconscients à des choses qui sont enfouies au fond de nous. Donc tu as fait référence à Teilhard de Chardin, aux illuminations mystiques. Quelque part, pour moi, la singularité est de nature métaphysique. C'est une intuition métaphysique, c'est un même extrêmement puissant qui vient de réémerger et qui est en train de se propager horizontalement à la vitesse grand V, et que je trouve totalement jubilatoire, moi en tant qu'auteur. Sur le thème de cette IA forte, je crois que là aussi on est dans le mythe de cette IA forte, et qu'on est aussi dans une référence humaine. On voudrait une IA qui nous soit similaire, voire supérieure. Ça va être dur de classer les choses. On a aujourd'hui des systèmes, il y en a eu plein qui ont été montrés, ces petits agents, etc., qu'on peut observer comme étant intelligents. On va se dire, tiens, c'est pas con, parce qu'on va l'analyser. Je vais revenir sur le sujet que j'ai évoqué à la fin, c'est... Imaginons qu'un robot, développe une conscience artificielle, machin. Qu'est-ce qui va se passer? Nous, on va le regarder de l'extérieur, on va lui dire, tu rêves? Et il va faire, ouais, ça m'arrive. Ça te plaît? Ouais, j'aime bien. Bon, attends, je t'éteins pour la nuit. Non, j'ai encore des trucs. On va se poser des questions. Mais il n'y a aucun endroit de la boîte qu'on va pouvoir ouvrir pour dire, mais est-ce que c'est vraiment conscient? Comme vous ne pouvez pas le faire avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Je ressemble à un humain, donc vous allez plaquer sur la perception que vous avez de moi la sensation que vous aviez de vous, ces effets de neurones miroirs. Et donc vous allez considérer que j'ai une conscience. Moi je sais que j'en ai une, mais je suis le seul à le savoir. Je ne peux pas vous le prouver. Et pour cette IA forte, ça va être la même chose. Si on est face à cette IA forte, on se dira, ouais, c'est pas con. Mais on y est quelque part déjà, c'est en train de se développer. Je pense que cette IA ultime, c'est un peu de la mythologie. C'est peut-être justement ce point oméga, c'est-à-dire le point final où on a une connaissance totale de... Voilà. Et ça dépend des mythologies. Et c'est quelque chose qui va nourrir notre imaginaire. Mais factuellement, on est parmi des intelligences qui vont coévoluer, qui sont biologiques, qui peuvent être artificielles, qui vont co-apprendre. Même chose, on le voit chez l'humain. Un humain qui
qui est élevé chez les loups, ça fait un enfant sauvage et qui n'aura plus les caractéristiques humaines. Le robot, peut-être qu'il faut qu'il coévolue, qu'il apprenne, et que nous, on sera confrontés à ça un jour en disant « Ouh là là, on a peut-être ouvert un truc, mais on ne le saura qu'après ». Et qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura des détracteurs, il y aura des gens qui vont dire « Mais non, c'est une boîte de conserve, mettez-moi ce truc-là, c'est débile ». Un peu comme le doute qui se passe en SF dans le rapport avec HAL dans 2001, qui est on ne sait jamais ce qu'il pense vraiment, quoi. Est-ce qu'il pense ou est-ce que c'est c'est la même chose de l'humain, je pense. Non, ça se passera pas comme ça. C'est quand tu vas le mettre en marche, il va faire comme la nouvelle de Frédéric Brown, hein, c'est-à-dire que on va amener toutes les caméras, on va dire ça y est, nous avons créé l'IA forte. Lorsque nous allons allumer cette manette, elle va se mettre en marche, et à ce moment-là, on va lui poser la question fondamentale. Donc, dans la nouvelle, on allume l'IA forte, on lui pose la question fondamentale. Est-ce que Dieu existe ? Et l'IA répond, oui, maintenant Dieu existe. Et un éclair désintègre l'opérateur, fixe la manette en position on. Et voilà, et c'est le début de la singularité. Bon. Oui, moi j'ai envie de faire quand même plusieurs remarques. D'abord sur la notion de singularité, d'après ce que j'avais compris quand j'avais lu Kurzweil, c'était quand même cette idée que ce serait le moment où l'intelligence des machines dépasserait l'intelligence humaine. Ce qui pose d'énormes problèmes parce que justement, on s'est aperçu qu'on ne sait pas très bien ce que c'est que l'intelligence de toute façon des machines ou humaines. Bon. Et quand on dit capacité de s'adapter, comme je l'ai dit un peu simplement tout à l'heure, on n'a pas dit grand-chose dans le fond. Oui, on peut faire. Les machines, les automates autoreproducteurs existent depuis von Neumann. Ah, c'est autre chose. Oui, on peut imaginer. Oui, pour le moment, c'est quelque chose de... Alors, la deuxième remarque, c'est ces expressions IA faible, IA forte. J'avoue que j'aime pas trop ces deux expressions parce que finalement, c'est la définition de l'une et de l'autre a varié au cours du temps. Par exemple, dans les années 60-70, chez Dreyfus, l'IA forte, c'est lorsque une machine sera capable de manipuler des petites pièces. Bon, ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc l'IA forte de Dreyfus, elle existe. Bon. Chez Searle, c'est encore autre chose. Hein? Voilà, ça change de sens, ça change de genre sans arrêt. Oui, si on veut, on peut le dire. Et puis, oui. Oui. Est-ce que l'intelligence, c'est la capacité à traiter de l'information ? Bon, débat. C'est le débat. Oui, on peut en discuter psychologique et voilà. Bon, c'est une question de définition. Oui. Je peux passer. Merci. Je suis assez d'accord sur le débat IA faible, IA forte, qui n'a pas lieu d'être. J'aime mieux le terme américain qui est Artificial General Intelligence, qui consiste à dire on veut une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire qui est capable de se dépatouiller quel que soit le problème et sans qu'elle ait été programmée pour ça à l'avance. Et ça, c'est une définition qui fait un peu plus de sens. Et le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est juste pour attirer votre attention sur le fait qu'il y a un paquet de domaines dans lequel l'intelligence artificielle est déjà vachement plus intelligente que nous tous. Non, le dernier point, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand même, il faut bien se mettre une chose dans la tête, c'est que sur la Terre, toutes les espèces vivantes ont eu un début, une évolution et généralement une fin. Et il n'y a absolument aucune raison pour que l'espèce humaine échappe à cette, à cette loi-là. Puis je vais être un petit peu provoquant. Ce sont déjà,
rien que dans nos cellules, hein, elles changent et on est voilà ce qu'on considère être notre être. C'est finalement une structure à un instant donné, mais je suis pas fait des mêmes atomes qu'il y a 10 ans, et dans 10 ans, si vous me voyez, ben, l'olivier de dans 10 ans, il est réparti dans l'air et dans l'eau qui est autour. Par rapport à cette histoire d'intelligence, est-ce qu'on a fabriqué des intelligences, etc., je vais être un petit peu provocant, mais il y en a plein autour de nous. Ça dépend du problème qui est posé. Je veux dire qu'il n'y a pas plus intelligent qu'un cours d'eau pour se trouver un chemin le plus court sur une montagne. On sait que par exemple en termes de calculer des surfaces minimales mathématiquement c'est quasiment impossible, alors qu'une bulle de savon le fait. Donc qu'est-ce que c'est que cette notion d'intelligence? Voilà, c'est-à-dire qu'elle est distribuée, elle est complètement en nous, elle est complètement dans cette... Si, elle se reproduit pas. Attendez, parce qu'il y a une confusion, on est en train de confondre traitement de l'information et intelligence, là, depuis le début. Kurzweil, c'est pas une notion d'intelligence. Hein. La singularité, c'est pas une question d'intelligence. Je précise juste un truc, pour qu'il n'y ait pas de confusion, parce qu'on part dans un truc très confus, là. Dans la singularité Kurzweil, c'est la notion de traitement de l'information qui est prédominante. Donc on ne parle pas d'intelligence, qui est un concept très confus, et on le voit, qui part en live dans tous les sens, et où on ne peut pas construire de discours. Au revoir, mais reviens, hein, reviens. J'aime bien moi, mais je voulais juste dire mon petit truc là. Bon ben voilà. Donc j'insiste sur ce truc-là parce que la singularité est héritée de la cybernétique. Et donc cette notion de traitement d'information est un héritage de la cybernétique de Norbert Wiener. Et Norbert Wiener a défini le vivant et la hiérarchie du vivant à l'aune de la notion de traitement de l'information. Ce qui a irrité évidemment tous les philosophes français en particulier, parce que c'est réduire l'intelligence et l'humain non plus à sa dimension métaphysique mystérieuse qu'on n'arrive pas à définir, mais à une définition éventuellement quantifiable en termes de traitement de l'information. Donc c'est réduire l'humain à un robot ou à une machine. Ce qui est un mauvais procès qui a été fait à Norbert Wiener, parce que cette notion de qu'est-ce que c'est l'information, et ça c'est des recherches qui sont faites actuellement. Je suis ravi de découvrir qu'il y a des chercheurs, il faudrait que je retrouve leur nom, mais il y a un bouquin qui vient de sortir là-dessus, c'est la notion même d'information. L'information, c'est pas la télévision, c'est pas le big data. L'information, c'est quelque chose de très mystérieux qui habite l'ADN même. C'est-à-dire que la vie, c'est de la matière informée. Et donc, il y a quelque chose qui informe la matière, qui s'appelle la vie, et qui est présent partout. Et nous sommes en train de reproduire par mimétisme et mémétisme, c'est-à-dire que je reprends la théorie des mèmes de Richard Dawkins, c'est-à-dire que nous, scientifiques, enfin, vous, scientifiques, nous, artistes, nous reproduisons sous une forme métaphorique dans nos œuvres des processus qui sont présents dans la structure même du vivant. Et qu'est-ce qu'il y a de plus présent, de plus mystérieux dans la structure même du vivant? C'est l'information. C'est ce truc à l'origine qui informe la matière et qui assure sa pérennité et qui est, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, une négantropie, c'est-à-dire qui va à l'inverse de la simplification, du chaos, et qui va vers la complexification et la structuration. Donc je m'excuse d'insister, mais c'est très important de ne pas faire de confusion dans le débat sur la singularité entre intelligence, qui est un terme extrêmement confus, c'est comme quand on parle d'immortalité. L'immortalité, ça veut strictement rien dire, c'est un terme métaphysique, et traitement de l'information. Voilà. C'est juste... Je te rejoins complètement, je vais vraiment finir là-dessus. Justement, je utilisais cet exemple-là pour montrer qu'en fonction des définitions, on peut y intégrer à peu près tout ce qu'on veut. Et merci de citer aussi Norbert Wiener sur la théorie de l'information, parce que c'est justement ce qui est aujourd'hui utilisé dans la théorie de l'information intégrée, pour montrer que on peut avoir des théories qui uniformisent ces questions et qui permettent justement d'aller y chercher des réponses de façon un peu plus cohérente en sortant de ces débats et en ayant des vraies formulations. Voilà ce que je trouve intéressant. Merci à tous. S'il y a d'autres questions, parce que je pense qu'il y en a sur ce genre de débat, vous pourrez les poser pendant le cocktail pour nos speakers qui pourront rester. Donc je vous remercie tous pour votre attention et je vous remercie pour vos speeches et pour le débat. Juste attendez, 2 petits mots avant que vous partiez. Un petit message, notamment pour les participants au week-end. Quand vous sortez de la salle, sortez par la porte de... Pour moi à droite, pour vous gauche, enfin à droite quand vous partirez. Il y a une table qui vous attend, on vous donnera vos badges qu'il faudra garder pour tout le week-end. Okay. La deuxième chose, c'est que il va vous être remis un petit questionnaire aussi, que vous pouvez remplir et que vous pourrez nous donner pendant le cocktail. Vous trouvez quelqu'un qui a un badge comme ça et vous lui rendez le petit questionnaire. D'accord ? C'est un petit questionnaire qui nous servira nous pendant le week-end pour vous aider dans le travail. Je vous remercie, profitez bien du cocktail.